S'il y a bien un mot et une substance capable de représenter l'univers de Dune et d'emporter nos esprits vers ces lieux et concepts transcendants, c'est bien l'épice. Je vous invite à en découvrir les secrets, mais aussi les questions qui restent en suspens à son sujet. Qu'on la nomme épice gériatrique, mélange ou tout simplement épice, ce qu'on imagine comme une poudre ocre ou mordorée est devenue la ressource naturelle la plus prisée de l'Empire. Au sujet de son apparence, les romans nous apprennent aussi qu'une réserve d'épices peut être entourée d'un léger halo bleuté. On pourra s'amuser de savoir que dans la diégèse, si brillamment imaginée par Frank Herbert, le nom de mélange est présenté, tel que dans le texte, comme découlant d'un langage ancien dont on comprend qu'il est apparenté au français. Dans les films de Denis Villeneuve, l'épice n'est que peu explicitée, si ce n'est comme un point de contentieux lorsque sa récolte est mise en péril. Revenons à Frank Herbert qui publie le premier roman Dune en 1965. L'époque se prête à un certain intérêt pour les drogues psychédéliques. Par ailleurs, l'auteur s'intéressait aux natifs américains, notamment dans leur rapport à l'environnement et sans doute aussi pour leurs rituels. Certains rapportent aussi que l'écrivain était fasciné par les champignons. Quoi qu'il en soit, Frank Herbert était aussi féru d'histoire. On peut tenter d'identifier plusieurs inspirations à l'origine de l'épice. Commençons tout simplement par le commerce des épices et son impact sur les civilisations dès l'Antiquité et jusqu'à l'époque moderne et même au-delà. L'épice autour de laquelle s'articule toute une économie peut aussi faire penser au rôle du pétrole, bien entendu, avec ses conflits découlant de convoitises exacerbées. Au travers des effets liés à sa consommation, l'épice peut évoquer une substance psychotrope telle que la mescaline qu'on trouve à l'état naturel dans certains cactus et qui est utilisée dans des rituels religieux, des transes chamaniques. Avant d'en venir aux effets de cette substance capable d'entraîner durablement l'humain vers un état modifié de conscience, parlons du cycle naturel qui en explique l'origine. Dans les premiers romans de Dune, l'épice n'existe que sur Arrakis et le processus de sa création est intimement lié au ver des sables. Les truites des sables sont des organismes simples à la frontière entre l'animal et le végétal qui pullulent dans les profondeurs du sol de la planète. Elles ressemblent vaguement à des sangsues ou des limaces, sont a priori inoffensives et de la taille d'un poisson de taille moyenne, même si les estimations à ce sujet varient. Lorsque ces truites des sables perçoivent la présence d'eau dans le sous-sol, elles s'y agglutinent souvent en groupes extrêmement nombreux, jusqu'à des millions d'individus, et forment une poche imperméable autour de l'humidité ainsi emprisonnée. À l'intérieur, une réaction chimique commence dans l'interaction entre l'eau et les déjections des truites des sables. Du dioxyde de carbone s'accumule jusqu'à ne plus pouvoir être contenu et venir exploser à la surface et répandre la matière violette qui n'est pas encore le mélange mais va le devenir. En effet, il faut ensuite attendre que les rayons du soleil et les vents s'en mêlent pour aboutir à l'épice brute qui sera ensuite moissonnée par les énormes machines des maisons ou des trafiquants. Les truites des sables sont en réalité les formes larvaires des vers et celles qui survivent au phénomène d'explosion d'épices se réunissent en un seul organisme susceptible, au fil des années, de devenir un ver et d'atteindre les dimensions prodigieuses des plus anciennes parmi ces créatures titanesques qui sont âgées de centaines et milliers d'années pour certaines. Pour être plus précis, les truites survivantes à l'explosion entrent dans une sorte d'hibernation et ce n'est que 6 ans plus tard qu'elles s'animent sous la forme d'un ver des sables très jeune et encore petit. Pour compléter ce cycle naturel parfait, il apparaît que les truites des sables surgissent à partir du cadavre des vers géants. Je vous en dirai plus sur la relation entre truites des sables et environnement, mais pour le moment, revenons à l'épice et à ses effets sur l'être humain. On peut supposer que les ancêtres Fremen furent les premiers à découvrir les effets de l'épice sur Dune. L'épice a un goût qui nous est décrit comme jamais exactement identique au fil de sa consommation, mais la saveur de cannelle semble en être une constante. L'épice peut se mélanger à la nourriture, se consommer en boisson ou encore, suite à un processus de raffinage dont nous ignorons le détail, s'inhaler sous forme gazeuse comme le font les navigateurs de la guilde spatiale. Si le mélange est aussi recherché dans l'ensemble de l'Empire, c'est sans doute d'abord du fait de ses incroyables bénéfices pour la santé, puisque celle qu'on appelle justement épice gériatrique est susceptible de multiplier l'espérance de vie par 3, avec notamment un puissant effet immunisant contre toutes sortes de maladies ou poisons. Cette cure de jouvence pour le corps s'accompagne d'une altération de l'esprit et d'un élargissement potentiellement énorme des perceptions sensorielles, voire extrasensorielles, en allant jusqu'à la prescience chez certains individus et en fonction des doses consommées. Parmi les organisations majeures de l'Empire, 2 dépendent partiellement ou totalement de l'épice.
il s'agit des Bene Gesserit et de la Guilde spatiale. Les sœurs de l'ordre Bene Gesserit poursuivent un chemin audacieux d'exploration et de maîtrise approfondie du potentiel du corps et de l'esprit humain. Pour atteindre le statut de révérende mère, elles doivent survivre à l'agonie de l'épice qui consiste à consommer l'eau de la vie et surtout à parvenir à transformer ce poison par le seul contrôle de leur organisme. Pour rappel, l'eau de la vie est la substance que dégorge un jeune ver des sables au moment de mourir au contact d'une quantité d'eau suffisante. Ce rituel transforme la sœur qui l'accomplit et lui permet de débloquer sa mémoire seconde, c'est-à-dire l'accès aux personnalités et connaissances de toutes celles qui l'ont précédé dans sa lignée génétique. Je vous renvoie à ma vidéo consacrée à l'ordre Bene Gesserit à ce sujet. Du côté de la guilde spatiale, les navigateurs sont parmi les plus grands consommateurs d'épices, à tel point qu'ils se transforment physiquement, prenant les traits d'une sorte d'hybride entre l'humain et le poisson. Condamnés à vivre dans une sorte d'aquarium saturé de gaz d'épices, les navigateurs atteignent ainsi une prescience leur permettant de guider le voyage spatial qui présente sans cela d'énormes risques d'accidents mortels. On se souvient que l'univers de Dune a été marqué par le djihad butlérien, le bannissement du recours aux machines intelligentes. Ainsi, les navigateurs sont la seule option viable pour permettre l'indispensable voyage spatial entre les différents points de l'Empire. La création de la guilde spatiale est un événement considéré avec une telle importance qu'il marque l'année zéro du calendrier d'usage courant de l'Imperium, affichant 10191 au début du roman Dune. Ceci étant dit, le mélange est aussi une drogue qui provoque une accoutumance si forte que le sevrage peut rapidement devenir mortel. Par ailleurs, de manière plus anecdotique, face à un tel risque, sa consommation transforme les yeux qui deviennent entièrement bleu foncé, les fameux yeux de Libad, typique des Fremen bien sûr. Il est possible de faire l'expérience de l'équivalent d'une overdose d'épices, ce qui a potentiellement pour effet de renforcer la clarté des pouvoirs de prescience, mais peut aussi fragiliser l'esprit. Chez les Fremen, l'épice est quasiment un bien de consommation courante, contrairement à l'eau. L'épice y est même utilisée pour confectionner des fibres, du papier ou même des explosifs chimiques. Lors d'un rite d'agonie de l'épice, la femme, devenant révérende mère, transforme l'eau de la vie au sein de son organisme. Elle peut régurgiter le liquide ainsi transmuté ou encore s'en expurger par transpiration. Quoi qu'il en soit, la nouvelle eau ainsi produite est récupérée et on assiste généralement à ce qu'on appelle une orgie de l'épice dans le sitch concerné, tandis que les Fremen consomment cette eau nouvelle et voient leurs inhibitions se lever. Attention, je vais faire une petite remarque au sujet du film Dune partie 2, si vous voulez passer car vous n'avez pas encore vu le film, que je vous conseille de voir en salle, rejoignez le temps indiqué sur l'écran. Justement, cette orgie de l'épice est un élément que Denis Villeneuve n'a pas retenu dans son adaptation, sans doute par souci de concision, mais aussi, du moins je l'imagine, pour conserver le caractère unique et spécifique de la consommation de cette eau de la vie, au cas très particulier de Jessica et Paul, et ainsi éviter la confusion potentielle des spectateurs. Si on prend en compte cette liste d'effets de l'épice sur l'être humain ainsi que sa production exclusive à la planète Arrakis, on comprend pourquoi cette ressource représente un tel enjeu économique et politique. Le cours de l'épice varie bien sûr, mais il ne fait aucun doute qu'elle affiche le prix au kilo le plus élevé de tout produit de l'Imperium pendant la majeure partie de la saga du moins. C'est la compagnie des honnêtes aubers marchands, la Chom, qui gère l'exclusivité du commerce de l'épice, et pour cause, puisqu'il s'agit de la seule structure de l'Empire servant de marché interplanétaire entre les maisons. La compagnie n'est que l'expression du pouvoir des maisons, de leur assemblée, le Landsraad, et de l'empereur. Ce qui compte vraiment, c'est la puissance relative de chacun des membres, et concernant l'épice, on sait que la tentation est forte pour les maisons d'en constituer des réserves secrètes. S'il est bien un point clairement illustré par les films de Villeneuve, c'est le danger que représente la récolte du mélange entre l'attraction des vibrations sur les vers des sables et les attaques des rebelles Fremen. En ayant tout cela en tête, il va de soi qu'Arrakis est la planète la plus importante de l'Empire et celle dont le contrôle suscite toutes les convoitises et cristallise tous les grands enjeux. Comme indiqué, les navigateurs de la guilde spatiale ne peuvent naviguer que grâce à l'épice, et ils mourraient s'ils venaient à en être sevrés, tout comme les révérendes mères d'ailleurs. Sachant que la guilde spatiale a le monopole du voyage interplanétaire, il en découle que maîtriser l'épice équivaut à maîtriser le devenir de l'Empire, à peu de choses près. Voilà pourquoi menacer l'accès au mélange est un casus belli pour l'empereur comme pour les grandes maisons. À partir de ce point, je vais évoquer des spoilers pour l'histoire de Dune allant de la fin du deuxième film jusqu'à bien au-delà dans les livres. Je sais que l'histoire a plus de 50 ans, mais bon, je préfère quand même prévenir néanmoins, puisque je sais que certains restent un peu chatouilleux sur la question. La prise de pouvoir sur Dune par Paul Muad'Dib Atreides devait nécessairement déboucher sur une guerre, étant donné qu'une mainmise sur la production de l'épice est tout simplement inacceptable pour les autres puissances de l'Empire. Cette logique ira bien plus loin avec son fils cependant, Leto II,
poursuivant la concrétisation de son fameux sentier d'or, cette voie de dureté et de sacrifice, pour lui comme pour l'humanité, afin justement d'atteindre un point permettant la survie à long terme de cette dernière. Avant de développer ce point, je reviens, comme promis, à la relation entre truite des sables, vers et environnement. On le sait, Frank Herbert avait de pertinentes préoccupations environnementales, et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il avait vu juste quant à l'impact des décisions humaines sur l'habitabilité d'une planète. En allant un peu plus loin dans la compréhension du cycle de création du mélange, on comprend que les truites des sables sont une façon pour l'incroyable forme de vie que sont les vers de sable de préparer un environnement qui leur est favorable. En effet, comme vous le savez, l'eau est mortelle pour les vers des sables, ainsi les truites des sables, leur forme larvaire, vont justement transformer l'eau en épices brutes et ainsi assécher progressivement le sol d'une planète et la rendre propice à leur future évolution. Ainsi Arrakis comportait auparavant des océans. Rappelez-vous la scène semi-onirique de Dune deuxième partie, qui nous révèle une Alia adulte sous les traits marquants d'Anya Taylor-Joy, qui descend une dune et se tient en vue de la mer. Ce qui est symboliquement fort pour un personnage habité par les voix des générations précédentes, mais aussi doté de visions prescientes, c'est que ce paysage de dune, avec de l'eau en surface, peut correspondre aussi bien au lointain passé de la planète qu'à son avenir. En parlant du passé d'Arrakis, on apprend dans Les Enfants de Dune, au travers d'une prise de conscience de Leto 2, que les truites des sables ont été introduites sur Dune il y a fort longtemps, alors que la planète était humide et verdoyante. On ignore totalement comment cette introduction a pu avoir lieu, si elle était accidentelle ou intentionnelle et qui pourrait en être éventuellement à l'origine. Justement, arrêtons-nous quelques instants sur Leto 2, ce fils de Paul qui a accepté d'emprunter le chemin auquel son père s'est toujours refusé. Comme les premiers pas engagés sur un sentier, son retour, Leto 2 laisse son corps se faire recouvrir par des truites des sables et, au fil des années, il devient un hybride entre humain et ver des sables. Cette transformation terrible était sans nul doute le seul moyen lui permettant de vivre assez longtemps pour s'assurer que l'humanité suivrait le sentier d'or, chemin qui passerait par une période de stagnation et de contrôle absolu par un empereur-dieu apparemment omniscient et immortel. La mainmise de Leto 2 sur l'épice était le principal instrument de sa domination, outre sa prescience et les formidables troupes qui étaient à son service, les truitesses. Par-delà tout le territoire de l'Imperium, Leto 2 contrôlait qui consommait de l'épice et en quelle quantité. En outre, la production sur Dune avait beaucoup diminué du fait du processus de terraformation de la planète et de la réintroduction progressive des océans. La disparition même de Leto 2 a modifié le niveau de conscience des vers des sables qui sont venus après lui, mais ceci est une autre histoire. À n'en pas douter, Leto 2 est un personnage qui pourrait faire l'objet d'une vidéo à part entière, et si cela vous intéresse, n'hésitez pas à l'exprimer en commentaire. Ce n'est que 1500 ans après la mort de Leto 2, qui en vécut 3500, que l'enjeu autour de l'épice changea brutalement. En effet, le Bene Tleilax, cette organisation, ces humains très particuliers et spécialistes de la manipulation génétique, parvinrent alors enfin à créer de l'épice artificielle, ce qui survint après des millénaires de tentatives infructueuses. La ressource devint alors bien plus courante, se démocratisa drastiquement et sa valeur décrut en conséquence. Reste toutefois une inconnue, celle de la découverte des effets de l'épice applicables à la navigation spatiale. Si on s'en remet à l'univers étendu au travers des écrits de Brian Herbert, le fils de Frank, c'est Tuk Kider, un Bene Tleilax qui aurait découvert par hasard le mélange et ses applications en 202 avant la fondation de la guilde. Il est le cofondateur de l'entreprise Vanki avec Aurelius Venport, une structure appelée à devenir la fameuse guilde spatiale en l'an 0 d'un calendrier justement fondé autour de cette date clé. Si on s'écarte toutefois des œuvres de Brian Herbert pour plutôt s'intéresser à l'encyclopédie de Dune, parue en 1984, on peut s'interroger sur le rôle joué par Norma Kevna et son ami Bene Gesserit Dardanius Leona Shard. Norma Kevna, ou Kenva selon les sources, était l'amante d'Aurelius Venport et surtout celle qui débuta le tout premier voyage spatial en tant que navigatrice en utilisant l'épice, sans pouvoir toutefois résister suffisamment longtemps pour mener ce voyage à son terme. Les séquelles des branchements entre ses lobes cérébraux et les instruments de navigation du vaisseau finirent par la tuer quelque temps plus tard, mais elle fut la pionnière de ce qui allait révolutionner l'Empire et permettre la fondation de la guilde. On suppose donc que la sœur Bene Gesserit Dardanius Leona Shard aurait pu initier Norma Kevna à l'usage de l'épice pour cette navigation, ce qui laisserait supposer que l'ordre Bene Gesserit serait le premier groupe humain en réalité à avoir compris les applications de l'épice,
tout du moins en dehors des Fremen. Et si nous poussons jusqu'à son terme ce voyage au sujet de l'épice, on peut retenir que si les vers des sables finissent par disparaître d'Arrakis, un spécimen en est pourtant sauvé et introduit dans un nouvel environnement qui commence à se transformer en désert et laisser imaginer la reprise du fabuleux cycle. En allant vers l'avenir imaginé par Brian Herbert, on arrive même à une ultra-épice produite par des vers des mers, une version de vers modifiée génétiquement par un maître Tleilaxu. Toutefois, on peut noter que cela n'aboutit à rien de bon pour ceux qui consomment cette ultra-épice, induisant une transe trop profonde et donc mortelle. Voilà peut-être une façon pour le fils de reconnaître la primauté de la vision de son père et de souligner le dévoiement de manipulation sans fin du vivant, si spécifique au terrible Tleilaxu. Si cette vidéo vous a plu, pensez à vous abonner à la chaîne, à laisser un pouce en l'air, et si vos moyens vous le permettent, d'éventuellement me soutenir sur Tipeee. Sachez-le, d'autres vidéos viendront sur Dune comme sur d'autres univers fascinants des mondes de l'imaginaire. À très vite pour de nouvelles aventures.